Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où je vais faire un Open the Box sur la dernière boîte saga, la 6e, qui s'appelle donc la Montagne de Feu. Alors pendant que j'ouvre, il faut rappeler que les boîtes saga sont censées avoir des scénarios qui retracent le livre Le Seigneur des Anneaux, donc les 3 bouquins. Donc il y a 2 boîtes par livre en gros, grosso modo, donc 6 scénarios par livre. Pour retracer les aventures. Donc ici on est dans la deuxième moitié du dernier livre, donc normalement, comme l'illustration le montre, normalement c'est les scénarios qui finissent l'aventure, c'est-à-dire que Frodon devrait détruire l'anneau, et puis de leur côté, Gandalf et puis Aragorn et tout ça vont sans doute faire diversion aux portes du Mordor. Donc les 3 derniers scénarios de l'extension de saga. Donc dans cette boîte on devrait avoir 2 héros je crois. Avec normalement aussi des cartes de la sphère communauté. Voilà. Donc en fait, d'ailleurs il y a peut-être un héros communauté du coup. Un des héros qui est communauté. Et du coup voilà. Alors là voilà, 3 paquets de cartes. Donc ça va être les scénarios. On regardera à la fin. Et nous avons ici le paquet de cartes joueurs. Je suis impatient. Alors, comme d'habitude, pas de spoil. Vous voyez que j'ouvre en direct. Donc, pas de spoil. Je sais pas du tout ce qui va venir. Je regarde pas du tout les vidéos. Sur les cartes étrangères. J'aime pas lire les cartes en anglais. Je préfère les lire en français. Donc, du coup, comme en général, les spoils, c'est sur les cartes en anglais. Mais moi je regarde pas. Du coup je sais pas du tout ce qui va venir. Et voilà, c'est parti donc pour cette Open the Box. Donc on commence évidemment par le héros communauté, qui est donc encore Frodon Sakay, c'est normal, l'illustration est assez belle. Toujours, ah bah oui, Alexander Carrez. Je crois que j'ai déjà aimé certaines de ses illustrations, lui il est vraiment bien. 0 de menace bien sûr, 2 de volonté, 1 d'attaque, 2 de défense, 2 points de vie. Porteur de l'anneau, bien sûr. Organisation, action, incliner l'anneau unique pour ajouter une ressource à la réserve d'un héros. Ouais, c'est pas mal. Il y a plusieurs versions de Frodon Sakay pour la saga. Je crois que c'est la 2e ou 3e, je sais plus. Je crois qu'il y en a 3 de Frodon Sakay. Et voilà, donc après, de toute façon, ce sera jouable que pour les scénarios saga, donc je passe vite. Alors maintenant, on arrive au 2e héros. Communauté, tiens, donc c'est Aragorn, donc là aussi c'est la 2e ou 3e version d'Aragorn, donc 2 de volonté, 3 de menace, 2 de volonté, 3 d'attaque, 2 de défense, 5 points de vie, comme tous les Aragorn, Dunedain, Gondor, noble guerrier bien sûr, ou 4 traits quand même, sentinelle, le premier joueur gagne le contrôle d'Aragorn, oui, dépenser une ressource de la réserve d'Aragorn pour le redresser, ben voilà, c'est un peu comme le Aragorn violet si je me souviens bien. C'est ce qui fait le Aragorn violet, non ? Limite une fois par phase. Si Aragorn quitte le jeu, les joueurs ont perdu la partie, bien évidemment. Donc pareil, là c'est le Aragorn qui est jouable que dans les scénarios saga. Donc évidemment, quand vous jouez un scénario saga avec ce Aragorn-là, vous n'avez pas le droit d'avoir une autre version d'Aragorn. Et donc les decks avec Aragorn violet ou Aragorn rouge ou Aragorn vert ne sont pas jouables dans les scénarios saga qui utilisent Aragorn. Bon voilà, donc ça c'était les 2 cartes communauté, je passe vite. Et on va passer maintenant aux vraies cartes joueurs. Alors on commence par le héros Éomer, donc 10 de menace, enfin 10 de coups de menace de départ, 1 volonté, 3 d'attaque, 2 de défense, 4 points de vie, il est héros en noble guerrier, donc c'est la 2e version d'Éomer, c'est ça, on en avait déjà un Éomer il me semble. Réponse, quand Éomer s'engage dans une quête, dépensez une ressource de sa réserve pour le déclarer comme attaquant et résoudre son attaque contre un ennemi dans la zone de cheminement. Ah, c'est pas mal ça. Quand Éomer s'engage, donc en fait il quête et il attaque en même temps. Bon, alors, par contre il quête à 1, alors c'est un peu dommage. Mais il attaque à 3, donc ça peut défendre. Alors c'est toujours le problème de ce genre de cartes, il y a plein d'autres cartes qui, comme le Chevalier de Minas Tirith, qui est un allié qui fait la même chose. Quand il arrive en jeu, on peut éventuellement attaquer un ennemi. Mais le problème, c'est que ils attaquent à 3, ces gens-là. Et attaquer à 3 un ennemi, en général, ça sert pas à grand-chose. Surtout avec les ennemis actuels qui sont très puissants, en général.
Donc du coup, en général, quand on attaque un ennemi, on aime bien le détruire, hein, c'est intéressant si on le détruit. Ben voilà, c'est toujours un peu délicat à jouer. Euh, Évidemment, vous pouvez lui donner des armes, hein, c'est ce qu'on va faire. Il est guerrier, en plus, il va accepter plein d'armes pour le booster, et ce qui fait que son attaque va en plus détruire éventuellement un ennemi. Et donc là, il sera vraiment intéressant. Le gros avantage aussi de lui par rapport au chevalier Minas Tirith, par exemple, c'est qu'il s'engage en quête. C'est-à-dire qu'en fait, bon, au pire, vous avez le 1 de volonté. Même s'il détruit pas un ennemi, vous avez votre 1 de volonté qui a fait quelque chose. Donc du coup, moi je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant parce que il peut assez rapidement arriver à 5 d'attaque, hein. Il suffit d'une hache ou d'un équipement de guerre en plus, et puis pof, il arrive assez facilement à 5 d'attaque. Et donc du coup, son attaque peut être vraiment intéressante à 5, ça commence à être bien 5. Et pof, vous dépensez une ressource. C'est une réponse en plus, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc s'il n'y a pas d'ennemi dans la ZC, évidemment, vous pouvez l'engager en quête comme ça. Mais évidemment, vous allez surtout l'engager en quête pour faire son effet. Donc il faut juste prévoir une ressource, mais je trouve que c'est pas cher payé pour l'effet, je trouve. Je pense que c'est un très bon héros. Puis l'illustration est plutôt pas mal aussi. Ouais, ouais, là j'ai envie de le jouer déjà. Vous voyez, il y a des héros, je suis un petit peu plus dubitatif, mais là j'ai envie de le jouer déjà. J'ai bien envie même de le mettre dans... Oh tiens, un héros tactique maintenant, c'est le deuxième, c'est Tom Chomin. Eh ben... un nom, ma foi, j'aime bien l'illustration aussi. 8 de volonté, donc 8 de menace, pardon, donc pas beaucoup, donc j'aime bien. 1 de volonté, 1 d'attaque, 3 de défense, 3 points de vie, donc évidemment des stats en fonction de sa menace, c'est normal, mais 3 de défense, ça peut être bien, avec 3 points de vie. 3 de défense, 3 points de vie, c'est Denethor, hein, en fait, il a la même chose, Denethor, si je me souviens bien. Donc c'est un hobbit. Tant que vous êtes engagé au combat avec un ennemi ayant un coût d'engagement au combat supérieur à votre niveau de menace, le premier allié hobbit que vous jouez à chaque tour n'a pas besoin de ressources adéquates. Ouais. Réponse, quand un allié hobbit entre en jeu, il gagne plus 2 attaques jusqu'à la fin du tour. Ah, ça peut être pas mal, hein. Moi j'aime bien les decks hobbits, hein. J'en avais fait un ou deux des decks hobbits, avec notamment Sam, Merry et Pipin qui marchaient super bien. Et du coup celui-là va évidemment parfaitement avec un deck hobbit, hein, il est fait pour. Le seul souci c'est que des alliés hobbits, on n'en a pas tellement encore. Bon, on en a qui sont intéressants, hein. Il y a notamment celui, je me rappelle plus le nom, mais celui qui annule les effets une fois révélés, si on le défausse. Il y en a un autre qui annule... Non, je confonds avec le truc des bois, là. Ben, je me rappelle plus. En tout cas, on commence à en avoir quelques-uns des alliés hobbits. Mais est-ce que ça vaut le coup de mettre des alliés hobbits pour cet effet-là? C'est chaud. C'est chaud. Parce qu'en plus, le premier allié hobbit que vous jouez à chaque tour n'a pas besoin de ressources adéquates. Ok, mais les alliés hobbits, en général, ils coûtent pas très cher, ils sont à 2. Donc, c'est pas un effet qui est vraiment très intéressant, parce que du coup, les 2 ressources sur un héros, vous vous arrangez pour les avoir assez facilement. Donc, du coup, voilà, cet effet de ressources n'est pas forcément hyper intéressant. La réponse est mieux. Il gagne plus 2 attaques jusqu'à la fin du tour. Mais comme d'habitude, généralement les hobbits ils attaquent à 1, donc ça leur fait attaquer à 3 pour un tour. Bon, ça les booste, c'est sûr. Mais est-ce que ça suffira à faire un deck purement hobbit? J'ai un doute quand même. Et si un deck n'est pas purement hobbit, est-ce que ça vaut le coup de jouer Tom Chomin? Mes decks hobbit, moi, ils avaient des Ents en général, ils avaient des Ents comme alliés, et les Ents sont autrement plus puissants. Alors, est-ce que ça vaut le coup d'avoir Tom Chomin pour remplacer des Ents par des hobbits? Sans doute certains, ouais. Sans doute certains. Il faut des alliés hobbits, quoi. Et évidemment, que vois-je? La carte suivante, et c'est un hobbit. Donc je pense que ça va être le thème de la boîte. Donc c'est Rosie Chomin, qui a 2 de coups, 2 de volonté, 0 d'attaque, 0 de défense, 2 points de vie. Donc pas terrible en stats. Donc c'est une hobbit. Donc évidemment, elle peut venir en jeu avec l'effet de Tom Chomin. Action, incliner Rosie Chomin pour choisir un héros hobbit et un attribut, volonté, attaque ou défense. Ajoutez la volonté de Rosie Chomin à l'attribut choisi de ce héros jusqu'à la fin de la phase, limite une fois par phase. C'est pas mal ça. Hein, c'est sympa. J'aime bien parce que du coup, bon, alors évidemment, vous allez augmenter de 2 n'importe quel attribut d'un autre hobbit, d'un héros hobbit. Alors par exemple sur Sam, ça peut faire
Alors autant sur la volonté, ça sert à rien, parce qu'autant qu'elle aille en quête directement. D'un autre côté, si vous faites cet effet plutôt qu'elle aille en quête, elle va pas se prendre les effets une fois révélés des personnages en quête, ce genre de truc. Elle va être en dehors de la quête, mais elle va quand même participer avec son dos de volonté. Donc ça c'est intéressant, parce que du coup, il y a des effets ombres qui agissent souvent, une fois révélés, qui agissent souvent sur les personnages engagés dans la quête. Elle ne sera pas engagée dans la quête. Vous allez donner d'autres volontés, par exemple, à un héros hobbit qui partira en quête. Par exemple, Sam Gamgee, qui passera donc à 5 de volonté, si je dis pas de bêtises. Ou 4, je sais plus. Je sais pas combien il a, Sam. Il a 2 ou il a 3 ? Non, il a 2. Et donc, du coup, ça peut être sympa aussi pour la quête, mais ça peut être sympa aussi pour l'attaque ou la défense. Vous donnez 2 de défense à Tom Shomin, il défend à 5. Ça devient intéressant. Ah ouais. Je pense que c'est une bonne alliée. C'est une bonne alliée Hobbit. Carrément intéressant. Alors du coup, ça va peut-être rendre les decks Hobbit vraiment sympa. Faudra que j'essaye. Elfhelm, c'est la deuxième version alliée de Elfhelm, puisqu'on avait déjà une version commandement, si je dis pas de bêtises. C'était quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait déjà? Elle baissait la volonté... C'était Elfhelm qui faisait ça, qui baisse la volonté de 1 quand vous la montez de 1. Un truc, quand vous avez un excel de quête ou un truc comme ça, je me rappelle plus. En phase de quête, ouais. Donc là, il coûte 4. Donc déjà, c'est un allié cher, c'est un allié tactique. 1 de volonté, 2 d'attaque de défense, 3 points de vie. Il est Rohan et guerrier. Bon, ça c'est Elfhelm. Action, dépensez une ressource de la réserve d'un héros Rohan pour mettre en jeu Elfhelm depuis votre main sous votre contrôle. À la fin de la phase, défaussez Elfhelm s'il est encore en jeu. Ah bah c'est un peu comme les Gandalf, ou comme Elrond ou comme Galadriel, sauf que là vous dépensez juste une ressource de la réserve d'un héros Rohan, c'est-à-dire qu'il vient en jeu pour 1. Par contre après il s'en va. Donc est-ce que ça vaut le coup? Bah pour les stats, moi je dirais que c'est quand même pas terrible, parce qu'en fait son action c'est juste ça, donc ça veut dire que vous le faites venir pour ses stats. Ouais, si, quand même, ça peut vous faire une attaque sans défense. Ah oui, puis il est Rohan. Et les Rohan, quand on les défausse, ils ont souvent des effets. Par exemple, ça booste un autre héros Rohan. Mais là, en plus, c'est à la fin de la phase. Donc vous pouvez en profiter quand même. Par exemple, ouais, mais non, ça va être difficile d'en profiter. Ouais, il s'en va il reste qu'une seule phase, en fait. Il reste même pas pendant tout le tour. Il reste une seule phase. Donc par exemple en phase d'attaque ou en phase de combat, vous le faites venir, il défend, mais s'il n'est pas parti, vous l'enlèverez qu'à la fin de la phase, donc est-ce que ça boostera les autres héros? Ça va être une question de timing. Ça peut être intéressant pour faire les effets des Rohan, mais c'est une question de timing en fait. Je suis pas sûr que le fait qu'il reste juste pendant la phase, s'il était parti juste après, ça aurait pu être sympa, parce qu'il y a des effets, ouais, voilà, quand un allié Rohan est parti, ou vous reprenez un allié Rohan dans votre main pour faire quelque chose, donc là ça peut être intéressant. Du coup il pourrait venir plusieurs fois. Ouais, pour les decks Rohan, à mon avis, ça se justifie, ce Elfhelm. Il se justifie, je pense. Donc une carte, bon, j'ai pas forcément envie de la jouer tout de suite, mais c'est pas une carte pourrie, je pense. Alors on passe aux connaissances maintenant. C'est un allié unique encore, pour l'instant on a eu que des uniques. Donc c'est Eladan cette fois-ci. On a déjà un Eladan aussi il me semble. Qui coûte 3, c'est cher. 2 de volonté, une attaque, une défense, 3 points de vie. Bon, des stats à peu près correctes pour le coup par rapport à la sphère. Il est Noldor, il est rôdeur. Ah, tant qu'Elrohir est en jeu. Ah bah donc on va voir Elrohir. Ah oui, c'est les jumeaux. Eladan et Elrohir, c'est les deux jumeaux. Héros là. Ben là, on va avoir leur version alliée. Tant qu'Elrohir est en jeu, Eladan gagne 2 attaques. Réponse, quand vous engagez intentionnellement au combat un ennemi orc, redressez Eladan. Eh ben c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Bon, des ennemis orcs, il y en a plein. Il y en a plein dans quasiment tous les scénarios, il y en a, à part des cycles spéciaux, comme le cycle Arad, il n'y a pas trop d'orcs. Mais dans les scénarios saga, par exemple, des orcs, il y en a plein. Donc, sa réponse est quand même utile. Ça aurait été bien que ce soit n'importe quel ennemi, mais là, ennemi orc, c'est pas trop gênant. Et je pense que c'est une bonne carte, du coup, parce que vous l'envoyez en quête pour 2 de volonté, c'est bien. Et puis ensuite, vous engagez un orc, il se redresse, donc il va pouvoir attaquer. Et puis en plus, si vous avez joué Elrohir et qu'il est en jeu, il attaque à 3.
Donc il fait 2 choses dans le tour, ce qui est toujours appréciable. À mon avis, c'est une bonne carte. Évidemment, il faut la jouer avec Elrohir. Parce que sinon, il attaque à 1, donc son attaque ne sert pas à grand-chose. Et ben voilà, Elrohir, du coup, et il est énergie. Tiens, il n'y a qu'une carte connaissance. J'espère qu'on en aura d'autres. Donc c'est le jumeau, voilà. Donc lui aussi, il coûte 3. Il a les mêmes stats que son frère. Il est Noldor, il est rôdeur, bien sûr. Tant qu'Eladan est en jeu, Elrohir gagne 2 défenses. Voilà, c'est l'équivalent. Et quand vous engagez intentionnellement au combat un ennemi orc, redressez Elrohir. Et ben ma foi, à mon avis, ces deux-là, ils vont être souvent dans les decks. Hein. Dans les decks connaissance énergie, à mon avis, c'est des autos... vous les mettez forcément. Hein. Alors peut-être pas en x3, hein, parce qu'ils sont uniques, mais... en plus, ils ont 3 points de vie, donc ils vont rester sur la table quand même un nombre de tours raisonnable. Lui, il défend à 3 avec son frère. Alors certes, il défend à 3, il a que 3 points de vie, donc il faudra peut-être le booster. Mais bon, c'est quand même un défenseur, quoi. Et puis il a le même effet que son frère, hein, donc quand vous engagez un orc, pouf, il se redresse. Donc vous les envoyez en quête, vous avez 4 de volonté. Et puis dès que vous engagez un orc, ils se redressent tous les deux. Et lui, il attaque à 3, lui défend à 3. À mon avis, voilà. Sur les scénarios où il y a des orques, je veux dire, à mon avis, faut les mettre. Faut les mettre, ceux-là. Ah ouais, ils sont bien tous les deux. Là. Ouais, j'ai envie de les mettre, moi, hein, c'est clair et net. Bon, après, faut les sortir, quoi. C'est ça le problème. Faut qu'ils soient tous les deux en jeu pour que ce soit intéressant. Encore que 2 de volonté, c'est intéressant en soi. Hein. On revient sur la sphère commandement. Donc avec cette fois-ci un événement, on a fini avec les alliés a priori, c'est le capitaine de l'Ouest, avec des jolis drapeaux, très jolie illustration aussi. Pendant la phase de quête, action, jusqu'à la fin de la phase, chaque héros noble gagne une volonté et n'est pas incliné pour s'engager dans une quête. Ouais. Alors il coûte 3. À mon avis pour 3 c'est trop cher. Parce que au pire vous gagnez 3 de volonté, puisque au mieux vous avez 3 héros nobles, éventuellement 4 avec Tann de l'épée, mais bon, faut pas exagérer. Donc au mieux, disons que vous avez 3 de volonté à gagner, si vos 3 héros sont nobles, ok, vous les inclinez pas. Donc vous gagnez 3 de volonté et vous les inclinez pas pour la quête. Donc c'est vrai que c'est intéressant quand même. Parce qu'après, ça veut dire qu'ils vont pouvoir défendre, attaquer, ça peut finir un tour, quoi, ça peut finir un scénar, ça peut... Mais 3 c'est cher pour un événement. Moi j'ai toujours du mal à jouer des événements à 3. Parce que voilà, on sait jamais si c'est le bon tour où faut le jouer. Ceci dit, son effet est sympa. À condition, voilà, faut vraiment que ce soit pour que ce soit rentable, faut le faire sur 3 héros. Pour 2 héros, à mon avis, c'est trop cher. Pour un héros, j'en parle même pas. Mais sur 3 héros, c'est jouable. Sur 3 héros, c'est jouable. Vous payez 3. Et vous avez vos 3 héros disponibles, tout en les envoyant en quête, ça peut être même mieux sur un premier tour par exemple, où généralement on n'a pas encore posé beaucoup d'alliés, donc du coup on va plutôt jouer cette carte, encore qu'il faut avoir les ressources, au premier tour avoir 3 ressources, c'est pas forcément évident. Denethor par exemple la paye au premier tour cette carte, Denethor commandement la paye au premier tour, et hop, dès le premier tour vous avez vos 3 volontés en plus, et en plus vous pouvez attaquer ou défendre derrière. Ça peut être bien, hein, ça peut être bien pour les premiers tours. Pour les derniers tours, ça sert plus à rien. Vous avez plein d'alliés. Généralement, les héros, vous les envoyez plus en quête, sauf effet spécial parce que les alliés font le taf. Donc, bon. Ouais, c'est une bonne carte quand même. Événement tactique. Un dessin plus mitigé là-dessus. On a l'impression qu'ils ont des grosses têtes là. On a l'impression que c'est des poupées les trucs. C'est qui a fait ça ? Nicolas. Alors, c'est soulever la comté. Donc, réponse, tactique, il coûte 1. Quand vous engagez au combat un ennemi, cherchez un allié hobbit parmi les 5 premières cartes de votre deck et mettez-le en jeu. Cherchez dans tout votre deck si le coût d'engagement au combat de cet ennemi est supérieur à votre niveau de menace. Bien. Mélangez votre deck. À la fin du tour, si cet allié est encore en jeu, ramenez-le dans votre main. Ouais. Alors, l'effet est sympa. Surtout si vous avez un ennemi qui a un coût supérieur à votre niveau de menace, parce que du coup vous cherchez n'importe quelle carte hobbit, quoi. Enfin un allié hobbit. Mais même chose, le problème c'est qu'il s'en va l'allié, hein, donc vous payez 1 pour faire venir un allié hobbit, mais les alliés hobbit en général ils coûtent 2, donc vous économisez que 1 finalement, et en plus à la fin du tour il s'en va. Donc c'est vraiment pour une situation désespérée, il vous manque une défense ou un truc comme ça.
Mais pour moi, c'est pas... Elle aurait coûté 0, d'accord. À 0, ok. Mais à 1, non. À 1, non, à mon avis, c'est trop cher. Parce que les alliés hobbits, ils sont pas si chers que ça. On n'a pas envie de payer 1 pour qu'il reste qu'un tour. Il n'y a pas vraiment d'alliés hobbits qui vont justifier le surcoût. Parce que si en plus après il revient dans votre main, alors ok, vous avez pioché une carte quand même. Mais le coup d'après, il va falloir le jouer normalement, donc vous avez payé un de plus, quoi. Donc, pour Rosie, par exemple, ça sert à rien. Si vous faites venir Rosie, comme ça vous faites son effet, mais autant qu'elle soit là tout de suite, quoi. Ouais, non, je suis mis là, pour moi c'est trop cher. À 0, ok. À 1 c'est trop cher, je pense. Ah, une arme. C'est... Oula, je vais pas réussir à dire ça. Guswine, ou un truc comme ça. Elle coûte 2, c'est du commandement. C'est un attachement, donc. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'attachement. Attacher cette carte à un héros Rohan, bien sûr, par exemple, Éomer, restreint. Quand le héros attaché est déclaré comme attaquant, incliné Guswin, oh la vache, pour donner à ce héros plus 2 pour cette attaque. Si cette attaque détruit un ennemi, ramenez dans votre main un allié Rohan de votre pile de défausse. Oh bah, bon bah voilà, voilà l'arme d'Éomer. Voilà ce qui lui manquait. Il attaque à 5, vous faites son effet, il détruit un ennemi, parce qu'à 5, détruire des ennemis à 5, c'est encore faisable. Bon, ça reste un petit peu juste, mais c'est encore faisable. Et du coup, de toute façon, il attaque à 5. Donc déjà, rien que pour le plus 2 d'attaque, elle vaut le coup. Et puis en plus, petit effet qui se coule, si vous avez détruit un ennemi, bim, vous faites revenir un allié Rohan dans votre main. Bah, par exemple, Elfem, qui sera parti en fin de tour, ou ce genre de truc. Donc voilà, bah, très, très bonne arme. Très, très bonne carte, évidemment. Elle est excellente pour Éomer, ça c'est sûr, mais elle est aussi bonne, c'est une plus 2 d'attaque. Hein. Alors non, c'est pas une plus 2 d'attaque tout le temps, c'est une plus 2 d'attaque une fois, puisqu'il faut l'incliner. Ah oui, c'est autre chose. Donc là, elle est vraiment faite pour Éomer, en fait. Parce que les héros qui vont attaquer plusieurs fois, par exemple, qu'en se redressant, cette arme est moins intéressante qu'une arme, une hache de Cavenin ou un truc comme ça. Mais pour ce héros-là, c'est clair que c'est fait pour lui. Donc voilà, une carte pour Éomer. Nous passons aux cartes neutres. Ah bah oui, du coup. Les cartes neutres. Je pensais qu'il y avait plus de cartes dans les boîtes. Ben non, en fait. L'ami par excellence. Elle coûte 1. C'est un attachement condition. Attacher cette carte à un héros hobbit. Limite 2 exemplaires de l'ami par excellence en jeu. Tant qu'un autre héros a l'ami par excellence d'attacher, le héros attaché gagne plus 1, plus 1, plus 1 et plus 1 point de vie. Ouais. Donc faut au moins 2 cartes, quoi. Parce que toute seule elle fait rien. Limite 2 exemplaires de l'ami par excellence en jeu. Donc ça veut dire que voilà, vous pouvez pas le faire. Alors c'est clair que c'est thématique, hein, mais il faut au moins 2 cartes parce que toute seule elle sert à rien. Par contre, si vous en mettez 2, ben, chaque héros a plus 1 partout, quoi. Chaque héros hobbit a plus 1 partout. Donc, ouais, si, pour un deck hobbit, c'est clair que c'est une bonne carte. Pour un deck hobbit, c'est une bonne carte. Ça va, pas de souci. Ça, c'est sûr. Pour un deck hobbit, oui. Bah oui, parce que... Mais après, il faut sortir les deux, quoi. Si vous avez un peu la haine, si pour la partie, vous en sortez qu'une, quoi. En sachant que vous en mettez que 3 dans le deck, il va falloir piocher, quoi. Mais si vous arrivez à les sortir, c'est une bonne carte. Hein. Elle coûte 1 et elle booste toutes les caractéristiques. Hein. À condition d'en avoir 2, encore une fois. Donc pour les decks hobbits, bien sûr. Carte, à mon avis, qui va intégrer mes decks hobbits. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Avec celle-là aussi. Ah ouais, c'est clair et net. L'ami par excellence. Et enfin, on passe aux cartes de la sphère communauté avec un dessin tout vilain. Voilà. Mais là, c'est pareil. Moi, ces cartes-là m'intéressent pas spécialement. Elles sont valables que dans les scénarios. Bon, donc, puisqu'on peut les payer qu'avec les héros communauté, forcément. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette carte? Attacher cette carte au porteur de l'anneau. Ok, donc à Frodon. Tant qu'un orc effectue un test d'engagement au combat contre vous, son coût d'engagement au combat est augmenté de 5. Ok, ouais, bon.
C'est un peu comme les hobbits, ça. Réponse, quand un ennemi orc vous engage au combat, défaussez le déguisement orc. Jusqu'à la fin du tour, cet ennemi ne peut pas vous attaquer. Ouais, bon, c'est une feinte, quoi. C'est une feinte. C'est une feinte que vous jouez quand vous avez envie. Elle coûte 1, comme les feintes, mais c'est un attachement. Donc ça veut dire que vous allez l'avoir sur un héros, et puis... Bon, son petit effet là d'augmenter de 5 le coût d'engagement au combat, c'est pas mal, hein, parce que ça sert par exemple pour Mairie, ou ouais c'est Mairie, qui va permettre de piocher si vous engagez un monstre avec un coût d'engagement au combat supérieur au vôtre. Donc voilà, son petit effet est sympa, mais c'est surtout sa feinte intégrée qui est bien. C'est dommage, limite 1 par héros, ça aurait été bien qu'on puisse en stocker 2 par exemple, on en stocke 2 ou 3, et puis comme ça on a 3 feintes qu'on joue quand on veut. Et oui, limite 1 par héros. Ah oui, bah on peut en mettre 3, je suis bête, on peut en mettre 1 par héros, donc on peut en avoir 3 en jeu en même temps. Alors du coup, est-ce que ça se cumule? Son coût d'engagement au combat est augmenté de 5. Donc du coup, si j'en ai 3, il est augmenté de 15, quoi. Ouais, bon. Après, c'est une carte communauté, ce sera jouable vraiment dans des cas très précis. Bon. Je la mets là. Hop. Et puis là, c'était les 2 héros communauté. Voilà. Bon, et ben voilà, nous en avons fini pour les cartes joueurs. Ben, je pensais qu'il y en aurait plus. Je sais pas pourquoi. Donc, on va regarder rapidement les graphiques. Alors bon, pour les cartes joueurs, un petit bilan, ma foi, il y a des bonnes cartes, hein, je trouve, qui sont vraiment spécifiques à certains decks. Par contre, les cartes Hobbit, bien sûr, mais qui sont toutes jouables. Alors, le héros, à voir, à mon avis, il est peut-être pas aussi performant que ça, mais avec Rosie, il défend à 5. Donc voilà. Mais Rosie, c'est dans un deck Hobbit, c'est une très très bonne alliée. L'ami par excellence dans un deck Hobbit, à mon avis, c'est très très bon aussi. Hein. Plus 1 à toutes les stats, c'est génial. Hein. Plus 1 point de vie surtout. Hein. Les Hobbits, par exemple, voilà, Tom Shomin qui passe à 4 points de vie. Voilà, c'est bien. Hein. Sam Gamgee qui passe à 4 points de vie, à 5 points de vie avec Bill le Poney. Donc ça devient presque des héros normaux entre guillemets à eux tout seuls, quoi. Donc non, c'est vraiment les cartes Hobbit, moi elles me donnent envie de refaire des decks Hobbit. Et Homer est à mon avis très très bon, surtout avec son épée. Donc ça c'est clair, vous faites un deck Homer, vous mettez l'épée, c'est sûr. Les héros, les jumeaux sont très bons aussi quand ils sont tous les deux. Donc à mon avis pareil, vous les mettez si vous jouez un deck connaissance énergie, vous les mettez. Voilà, même s'il coûte un peu cher, à mon avis c'est bon. Les cartes où je suis un peu plus mitigé, on en a parlé, soulever la comté à mon avis, ça sert pas à grand chose. Celle-ci, faut voir si son coût est pas un peu excessif. Voilà, mais sinon finalement il y a que celle-là où vraiment qui est pas intéressante, mais toutes les autres sont quand même sympas. Ah oui, Elfhem aussi, là faut voir Elfhem, mais d'un autre côté il joue bien avec le truc Rohan qu'on a vu tout à l'heure. C'était quoi le truc Rohan? Voilà, c'est le truc Rohan de l'épée éventuellement. Puisque vous le faites venir pour 1, vous le défaussez en fin de phase, mais avec l'épée ensuite vous le faites revenir dans votre main et vous pouvez le payer. Ouais, non, ça sert pas à grand chose en fait. Ouais, non, ça sert pas à grand chose. Mais bon, voilà, je pense qu'Elfhem est pas mal quand même, puisque les Rohan, ils partent assez rapidement, puisqu'ils ont leurs effets de défausse. Donc ma foi c'est une bonne boîte au niveau des cartes joueurs, c'est vraiment une bonne boîte. Ouais, ça vaut le coup. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus parce que voilà, ça vous allez vous en servir que dans les scénars saga. Mais bon, c'est dommage qu'il n'y en ait pas plus. Et après, faut regarder les graphismes des scénarios, je les connais pas encore. Ils ont l'air vraiment sympas. J'aime beaucoup les graphismes aussi là des cartes. À part celle-ci, bon celle-ci elle a rien pour elle en fait. Mais les autres sont plutôt sympas. Rosie j'aime bien. L'ami par excellence c'est pas terrible. Lui il est moche mais on s'en fiche. Mais l'épée est sympa. Le drapeau j'aime beaucoup. Non et Homer est splendide je trouve. Non ouais c'est vraiment une bonne boîte aussi pour ça. Et les scénarios, moi, ils m'ont jamais déçu. Les derniers scénarios, ils ont vraiment fait des efforts sur les graphismes des cartes. Là, c'est pareil, les lieux ont l'air jolis. Oula, chat gratte. Ou il est gros, lui. 6, 4, 5. Dis donc. Ah, c'est une victoire 4. Gorbag. Il est un peu moins solide, lui. Uruk blessé, ça, c'est un ennemi normal. Ouais, vous voyez, 4, 2, 3, 2. Ah ouais, avec 5, et Homer, il le tue pas, lui. Hein. C'est dommage.
Ah si, le Rug blessé entre en jeu avec 2 dégâts sur lui. Ah, génial. Donc du coup, Éomer avec son épée, plume, il le fume en ZC, lui. Ouh, joli, l'or qui fait peur. Là. La porte noire. Ah, voilà, ça va être le scénario. On va être devant les portes. Et puis après, il y a tout cela. J'aimerais bien trouver juste les cartes scénario, quand même, histoire de... qu'on voit un peu ce qui se prépare le long des 3 scénarios. J'ai peur d'abîmer les cartes à chaque fois. Alors, où est-ce qu'ils vont être ces scénars? Est-ce qu'ils vont être là? Bon, des Nazgûl. Oh, il y a des petits symboles là, ça va servir sûrement. Alors, est-ce qu'on a les cartes scénar ici? Oui, elles sont là. L'anneau unique, bien sûr, on en a 6 exemplaires maintenant, désormais, de l'anneau unique. Alors, il y a un scénario, le premier scénario est sur 3 cartes. C'est la tour de Cirith Ungol. Voilà, avec la carte de campagne. C'est la 16e, c'est ça. Les 2 guetteurs. Le scénario suivant, la porte noire s'ouvre. Et sur 2 cartes seulement. Avec la porte noire, voilà, avec la carte de campagne. Et enfin, le dernier, donc c'est celui où la montagne du destin, bien sûr, où on va détruire l'anneau, théoriquement, est sur 4 cartes. Oh la vache, funeste. Les alliés ne peuvent pas entrer en jeu, et les effets, une fois révélés, ne peuvent pas être annulés. Il va falloir rusher celui-là. Ouais, il va falloir faire un truc spécial. Et enfin, c'est le 18e et dernier scénario, avec une carte très jolie. Ah bah non, il y en a même 2 là. Mode multijoueur épique. Ah, c'est nouveau ça. Et enfin la carte l'œil de Sauron. Pas terrible. Et alors du coup, qu'est-ce qui se passe là si... Les joueurs ont alors perdu la campagne. La haine. Bah c'est débile. Résolution. Le premier joueur doit choisir entre garder la carte l'anneau unique et succomber au pouvoir de Sauron, ou détruire la carte l'anneau unique et vaincre le pouvoir de Sauron. Ah oui, il faut la détruire en vrai. Faut la détruire en vrai, faut la déchirer peut-être la carte. Ah, si on la garde, on perd. Ah, c'est rigolo ça. Ah, c'est rigolo ça. Je pense que c'est ça, hein, c'est ce qu'ils ont voulu dire en fait. Et ouais, parce que des cartes comme ça, on en a 6, puisqu'on en a une par boîte. Hein. Donc on en a 6. Donc là, ils nous disent, bah, si on la détruit pas, eh ben on a perdu. Ah, c'est rigolo ça. Est-ce que vous arriverez à déchirer cette carte? Alors moi, j'annonce, non. J'y arriverai pas. Non, j'y arriverai pas. En plus, elle est super belle, je trouve. Oh bah dis donc, c'est rigolo. C'est rigolo. J'espère que je vous ai pas... ouais, je mettrai un petit avertissement sur la vidéo. Attention, je spoil. J'aurais peut-être pas dû. Bon, ben voilà. Donc pour cette vidéo, j'ai quand même hâte de faire ces scénars-là. Alors moi, je peut-être pas les faire en mode campagne, parce que c'est vrai que la campagne, elle est longue, et puis j'aime pas trop la manip des cartes à chaque fois, là, les fardeaux, les avantages, ça me fatigue un peu. Donc moi j'ai joué un peu en one shot ces scénarios là, qui sont intéressants en one shot. Hein. Mais en mode campagne, je trouve ça un peu dur. Un peu pénible surtout à manipuler. Le mur du Moranon. Oh la vache, lui aussi il a l'air à la bouche de Sauron. Nazgûl du Mordor. Ouais, on a des gros là. Oh putain lui. Le troll des collines de Gorgoros. Oh, 7 d'attaque et 3 de défense. 4 d'attaque lui, ouais. Eh ben à mon avis, ils vont pas être faciles. Ah, on a des alliés. Gweir. C'est un aigle. Ah, c'est sympa. Bon, il y en a qu'un. Hein. Voilà. Bon, bah du coup, voilà pour cette petite Open the Box. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, avec un nouveau deck que je suis en train de faire actuellement.
Mais je vous en dis pas plus. Merci d'avoir suivi et à bientôt.